Vous avez livré un travail brillant sur le flash lors de vos études au Royal College of Art en 2017. Et l'année dernière, les membres d'un séminaire de recherche ont pu assister à une communication sur le sujet qui nous a donné envie de vous réentendre à l'aune de nos préoccupations sur l'art abstrait et sur les sciences. Je voudrais ajouter que vous êtes une collectionneuse émérite, avec votre mari qui est également un passionné. Et vous savez à cet égard ce que c'est que le flash amoureux de la perception pour les œuvres, dont celle de Hans Hartung. Chère Caroline, il ne me reste plus qu'à vous laisser gronder l'orage. Donc là, je vais vous parler du flash éclair et de leur rapport avec l'abstraction. Et d'emblée dire que Portrait d'artiste, un chasseur d'éclairs, on a emprunté le titre au film de Manuela Morgan qui est parmi nous, Foudre, et qui trace le portrait d'un chasseur d'artistes. Je crois qu'il faudrait commencer tout simplement par dire que l'éclair a toujours défié la capacité de l'homme et de la technique à le capturer, à le maîtriser, si bien qu'y parvenir a toujours été considéré comme une prouesse. De la Grèce antique à la Renaissance, peindre ce qui ne pouvait se représenter en images, à savoir le tonnerre, les éclairs et la foudre, demeure un critère de grand talent. En effet, comment suggérer l'illusion de la vitesse, la brillance plutôt que la couleur? Par ailleurs, visible à peine 2/100 de seconde, le phénomène est trop fugace pour pouvoir bien en imprimer la forme. Car jusqu'à ce que la photographie fige l'éclair sur le papier, seuls l'œil et la mémoire sont les outils permettant cette reproduction, d'où sa simplification en un zigzag. Et c'est d'ailleurs en tentant de rectifier cette erreur alimentée par l'art, dit-il, que l'Américain William Nicholson Jennings décide de photographier l'éclair et de répertorier toutes les formes possiblement existantes. Ce faisant, il vient corroborer une intuition émise par l'ingénieur et astronome écossais James Naismith en 1857. Donc on voit le premier cliché publié de Jennings en septembre 1882, mais c'est celui d'août 1885 qui est acclamé par la presse américaine et bientôt internationale comme la première photographie réussie, et j'insiste sur le terme de réussie, d'un éclair, et qui doit son succès à une invention, celle de plaques à émulsion extrasensible, spécialement conçues pour la réalisation de ce cliché. À titre d'exemple, j'ai inclus le premier cliché français d'un éclair qui est de Gabriel Lopé, et en 1886, puis un coup de foudre sur la Tour Eiffel en 1903, toujours de Lopé. Donc ainsi, l'apport technologique provoqué par la recherche scientifique permet de pallier la déficience de l'œil humain et à l'art de se développer. C'est ces progrès continus d'ailleurs au cours du XXe siècle qui ont également encouragé l'apparition, sinon d'une profession, d'une activité, celle de chasseur d'éclairs, à partir des années 70 aux États-Unis et 80 en France. En quête de sensations fortes, parfois au risque de sa vie, le chasseur d'éclairs est un passionné dont la démarche se situe entre recherche esthétique du beau cliché photo et documentation scientifique, puisque ses connaissances météorologiques et son expérience du terrain font de lui une véritable station météo mobile afin de renseigner sur l'observation et la progression des orages. Jennings, déjà à son époque, était affilié à un réseau de sociétés météorologiques investi dans la documentation des orages. Nous pouvons mesurer jusqu'à 20 km de long, l'éclair prend des formes, mais aussi, comme on le voit sur ces clichés d'Alex Herman, mais aussi des couleurs différentes. Ainsi, le rouge nous informe sur la présence forte de pluie, le bleu de la grêle, car l'éclair naît dans un environnement instable au sein d'un cumulonimbus ou nuage d'orage. Et de quelle manière ? Des gouttelettes d'eau, cristaux de glace et autres particules qui composent le nuage entrent en collision sous l'effet de puissants courants d'air ascendants. Leur frottement provoque l'électrisation du nuage, les particules chargées positivement se concentrant au sommet, tandis que les particules chargées négativement, plus lourdes, restent à la base. Et lorsque la force d'attraction entre ces zones de charge différentes est trop élevée, il se produit un éclair, soit une gigantesque étincelle électrique. Elle est suivie du tonnerre, dont le bruit est dû à la dilatation soudaine de l'air sous l'effet de la chaleur brutalement dégagée. Lorsque l'éclair touche le sol, c'est le coup de foudre, possiblement meurtrier, puisqu'il peut libérer une tension allant jusqu'à 100 millions de volts, c'est-à-dire 5 fois plus que celle d'une centrale nucléaire. Phénomène terrifiant et fascinant à la fois, l'éclair rappelle l'individu à ses limites physiologiques, en même temps, d'une certaine manière, qu'il est une aspiration au dépassement même de ses limites. Et c'est souvent, certainement pour ça, qu'on l'a souvent associé ses attributs à ceux que seul un dieu, un héros ou la promesse de la technologie du futur pourrait posséder. À partir du XVIIIe siècle, la compréhension et la maîtrise progressive de l'énergie électrique, à laquelle l'éclair est désormais identifié,
ont propulsé ce dernier dans l'ère de la modernité, à commencer par lui donner sa forme artificielle et domestiquée, le flash. Les théories vibratoires du son et de la lumière, mais aussi d'un nouveau statut de l'œil et de la vision qui se mettent en place alors, montrent combien les avancées scientifiques ont eu un impact direct sur le monde esthétique. Et sur ces sujets, les travaux de Pascal Rousseau qu'on a entendus hier parmi nous et de Jonathan Crary également ont été particulièrement éclairants. Une révolution perceptive ouvrant la voie à l'abstraction s'opère, tandis que la modernité s'accorde de plus en plus avec vitesse, lumière, instantanéité, évanescence, comme si le flash finalement avait toujours eu vocation à rencontrer, voire même incarner la modernité ou la contemporanéité, devrait-on dire. L'arrivée du train et de la vitesse sont à ce titre tout à fait significatifs. L'artiste fait l'expérience en effet du paysage mobile où l'impression fugitive remplace la description qu'il tente de retranscrire. Il est en quelque sorte ce chasseur d'éclairs. Ainsi, je vous propose de suivre les pas de quelques-uns de ces artistes chasseurs d'éclairs et de se pencher sur les formes nouvelles que l'éclair et le flash ont pu inspirer et produire dans le champ artistique de l'abstraction gestuelle des années 30 aux créations contemporaines, recréations de phénomènes naturels, en passant par les expérimentations sur la perception sensorielle des années 60 au moyen du flash stroboscopique. D'abord, je crois qu'il faut insister sur la relation entre l'éclair et la création, cette espèce d'impulsion créatrice. Étincelle électrique dans l'atmosphère, l'éclair, c'est aussi l'étincelle qui génère la pensée dans le cerveau. La pensée résulte de l'activité neuronale et les connexions neuronales s'apparentent à des impulsions électriques très brèves. Ainsi, le surgissement de la pensée et de toute image est comparable à un cerveau, une équation que nombre de métaphores littéraires et artistiques ont relayée. En 1924, Aby Warburg, père de l'iconologie, commence son projet d'Atlas Mnemosyne, dont nous avons une image ici, qui est un corpus d'images de nature et d'époques différentes que l'historien allemand assemble et confronte sur des panneaux à fond noir. Et dans une note de 1927, Warburg utilise la métaphore du courant électrique pour décrire la manière dont les images, qu'il nomme dynamogrammes, vont s'activer entre elles, se polariser finalement, afin de démontrer la survivance de gestes à travers l'histoire depuis l'Antiquité. Pour André Breton, c'est dans le rapprochement en quelque sorte fortuit de deux termes qu'a jailli une lumière particulière. Lumière de l'image et la valeur de l'image dépend de la beauté de l'étincelle obtenue. Cet extrait du Manifeste du surréalisme, dans la première édition, est d'ailleurs contemporaine de l'Atlas Mnemosyne. Chez l'auteur de Nadja, c'est par le biais de l'écriture automatique, à savoir une dictée de pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, et dont la vitesse est d'ailleurs un des principes, que la pensée et l'image surréaliste peuvent se manifester sous la forme d'une étincelle. Et l'image telle qu'elle se produit dans l'écriture automatique, c'est l'image qu'on a ici au centre du texte. C'est la légende de cette photographie qui est publiée dans le Minotaure, revue d'inspiration surréaliste en 1904, en illustration de l'article « La beauté sera convulsive ». C'est la reproduction exacte de cette photographie d'étincelle électrique par Étienne Léopold Trouvelot, dont on a évoqué ce matin, avec Pauline et Étienne, vers 1888. Et il était également influencé par un autre scientifique, Eugène Ducretet, dont les travaux avaient aussi souligné la similitude entre la forme laissée par le jaillissement d'une étincelle électrique et celle de l'éclair. Et c'est d'ailleurs en scientifique aussi que Breton va se représenter sur un photomontage en 1938 qui s'intitule « L'écriture automatique » et sur laquelle il regarde au microscope une ampoule électrique allumée de laquelle s'échappent des chevaux. C'est en quelque sorte l'image éclair de l'écriture automatique. Donc l'éclair renvoie au mécanisme du surgissement de la pensée ainsi qu'à l'image de ce jaillissement et à toute formation de l'image dans le cerveau. Il figure ainsi l'abstraction de l'automatisme psychique et par l'extension de l'inspiration artistique que la photographie rend objet. Inspiration artistique, créatrice, l'éclair l'est certainement chez Hans Hartung, puisque c'est dans le spectacle des orages et des éclairs que son geste pictoral trouve son origine. Un spectacle qu'il qualifie à la fois de terrifiant et d'ensorcelant. Mes éclairs enfantins ont eu, j'en suis sûre, une influence sur mon développement artistique, sur ma manière de peindre. Ils m'ont donné le sens de la vitesse du trait, l'envie de saisir par le crayon ou le pinceau l'instantané. Ils m'ont fait connaître l'urgence de la spontanéité. C'est une confidence qui ouvre le premier chapitre de son autobiographie, Autoportrait, en 1976. Sa grand-mère, en effet, les obligeait, lui et sa sœur, à trouver refuge dans le couloir jusqu'à ce qu'un jour, il veuille voir
Mieux, il voulait dessiner. Sur un de mes cahiers d'écolier, j'attrapais au vol les éclairs dès qu'ils apparaissaient. Il fallait que j'aie achevé de tracer leurs zigzags sur la page avant que n'éclate le tonnerre. Ainsi, je conjurais la foudre. Rien ne pouvait m'arriver si mon trait suivait la vitesse de l'éclair. Hartung relève le défi de se mesurer à la foudre, donc. L'éclair enfante l'abstraction gestuelle. Nous n'avons pas de traces de ces livres d'éclairs, les Blitzbücher en allemand, dans lesquels il consignait ses performances, mais on mesure certainement l'influence de cette expérience à travers son œuvre de peintre, aux formes qui rappellent celles de l'éclair, mais aussi à la manière dont l'artiste vient racler la toile comme l'éclair déchire le ciel, soudainement, mais aussi et surtout à cette impression de vitesse, d'instantané, rendue dans l'exécution. Une illusion, dit-on plutôt que la réalité, car en effet, jusqu'à la veille des années 60, seuls ses dessins sont réalisés spontanément. Ces peintures sont en effet la copie de dessins et leur report à l'huile sur la toile par la technique de la mise au carreau. À partir des années 60, donc, le geste se relâche et aussi grâce à l'introduction de la peinture industrielle vinyle et acrylique qui sèche plus vite, Hartung peint plus rapidement. Et donc dans cette toile, on voit donc deux toiles de 1963, et là dans cette toile de 1966, on a presque l'impression d'une superposition éclair-flash. Les traits acérés raclent la toile sur fond de flash en quelque sorte, ou d'après-flash, des sortes de halos lumineux qui se retrouvent aussi dans les œuvres des années 70, et que Thomas Schlesser, dans une conversation avec Abraham Poincheval, justement, a pu comparer aux impressions laissées sur la rétine après avoir été exposées fortement aux flashs lumineux. Peut-être un écho aux expérimentations artistiques et scientifiques type Dream Machine des années 60. Hartung décrit l'éclair comme cet élément abstrait qui innerve son œuvre et lui insuffle toute sa force. Et si l'on juge à l'aune des années 80, c'est-à-dire la dernière décennie de sa vie, puisqu'il meurt en 89, elle témoigne justement de cette force, de cette énergie vitale qu'elle inspire à un moment où Hartung est diminué physiquement. La peinture d'Hartung traduit à la fois l'élan psychique du peintre et l'énergie du cosmos à laquelle celui-ci se sent connecté et qu'il entend rendre visible. C'est une conception proche d'Héraclite, à la philosophie duquel Hartung est très réceptif. Et en 1977, d'ailleurs, il illustre La foudre pilote l'univers, soit 10 aphorismes du philosophe présocratique qui constituent le texte de cet ensemble. Il les accompagne de 3 infographies qu'on a ici à l'écran. Depuis petit, en effet, Hartung est passionné par l'immensité du cosmos, si bien que muni d'un vieil appareil photo et d'un tube en carton, il fabrique un télescope. De la même manière qu'à l'aide d'une lentille de boîte à cigares de son père, il fabrique un appareil photo, autre passion de sa vie, car il photographie tout, les effets de lumière, zébrures dans le ciel, des pierres et des éclairs, justement. Non pas pour informer directement son œuvre, mais pour capter, enregistrer, comme le ferait sa mémoire. De la même manière que la photographie met en branle les souvenirs. Et elle agit tel un éclair dans sa mémoire. Décidément, Hartung est un chasseur d'éclairs. Il est habité par la foudre. D'ailleurs, plusieurs protoportraits le représentent moitié humain, moitié machine, pourrait-on dire, tel un happeur d'images. Ces clichés qui datent respectivement de 1935 et 1936, parmi d'autres et des plus tardifs, et vous pouvez en voir dans les salles d'exposition d'ailleurs, ces appareils photo, montrent que cette passion l'a suivi toute sa vie. Et on note aussi la différence d'allure entre ces appareils photo qui sont le témoin des perfectionnements techniques et continus de la photographie. À titre comparatif, voici le type d'appareil photo que Jennings utilisa en 1882 et, rappelons-le, après 2 ans de tentatives pour capturer l'éclair. L'instantanéité n'a évidemment pas la même notion. Et alors, il est intéressant de constater, en parlant de Jennings, qu'au-delà de la dimension documentaire que ces photographies avaient, cette prouesse technique aussi contribua certainement à convaincre une partie de l'opinion publique de la capacité de l'homme à ce moment à maîtriser, d'une certaine façon, l'énergie électrique. Et progressivement, dans la presse, en tout cas, on commence à différencier et définir 2 types d'électricité, naturelle et indomptable, artificielle et captive ou enchaînée. Et de ce point de vue-là, l'apparition du flash photographique et du flash stroboscopique constituèrent des étapes importantes dans l'histoire de la maîtrise d'une énergie qui était encore perçue comme dangereuse et responsable de beaucoup d'accidents. C'est à partir de 1860 que Nadar, Gaspard Félix Tournachon, journaliste, portraitiste, tente de réaliser une photographie au moyen d'une lumière artificielle utilisant la combustion de poudre de magnésium.
Le flash qui en résulte se traduit visuellement par une multitude d'étincelles brûlant dans l'air et qui éclaire alors l'objet à capturer en environnement sombre ou en mouvement. Une explosion très dangereuse donc qui comporte des risques d'aveuglement pour le photographe et comble du paradoxe, il doit fermer les yeux. En 1861, Nadar dépose un brevet de photographie à la lumière artificielle et porte au jour, comme on le voit sur la photographie de droite, les égouts et catacombes de Paris. Et ces dangers que comporte la photographie au flash ou à la lumière artificielle ne seront véritablement écartés qu'avec l'invention de l'ampoule flash en 1929 à usage unique, alors que dès 1931, le flash électronique est perfectionné et introduit par l'ingénieur en électricité et professeur au MIT de Boston, Harold Eugene Edgerton. C'est à l'issue d'expérimentations scientifiques que Papa Flash, comme il sera appelé, met au point le flash stroboscopique, de la même manière que son ancêtre, le phénakistiscope, avait été inventé par Joseph Plateau une centaine d'années auparavant, alors que celui-ci étudiait la persistance rétinienne. Donc là, on a une image de ces disques en carton qui, en tournant, devaient donner l'illusion du mouvement lorsque vu dans un miroir. À multi-usage, le flash stroboscopique permet de prendre des photos à très grande vitesse et de capter ainsi des mouvements trop rapides à percevoir à l'œil nu. La répétition de flash à intervalles courts et de plus en plus courts à mesure que la technologie progresse, ralentissant et décomposant le mouvement. Jusqu'à ce que, sur certains clichés d'Edgerton, l'image en devient presque abstraite. Je pense à l'image de droite, qui représente un joueur de tennis, où on discerne à peine quel est le mouvement, le sujet de l'image. La lumière artificielle électrique redéfinit donc l'éclair en lui donnant sa version moderne, domestiquée et domesticable, le flash, une forme non plus chaotique ou hasardeuse comme l'éclair dans le ciel, mais aux lignes droites et définies. C'est le deuxième point de notre intervention. Scientifique avant tout, il faut simplement rappeler que Edgerton a toujours refusé de se considérer comme un artiste et pourtant, ses photos sont esthétiques et son invention sera utilisée par les artistes, on le verra un peu plus loin, autant qu'elle sera et reste associée à partir des années 60 au milieu du spectacle. Le flash rencontre alors sa dimension outrancière, aveuglante, obsédante. On peut noter qu'en anglais, le terme flashy, c'est ce qui désigne le tape à l'œil, le ringard, le vulgaire, le criard, le trop en quelque sorte. À l'intérieur de la discothèque, le flash stroboscopique s'ajoute aux pulsations sonores et dynamiques et contribue à mettre sous tension, à faire illusion finalement, à exacerber des sensations, où énergie vitale et mortifère se mêlent. C'est la fête dans ce qu'elle a toujours eu de grave et de léger à la fois. Bien avant que le stroboscope n'anime les pistes de danse modernes, par exemple, les feux d'artifice ont toujours été associés aux célébratoires et aux guerriers. C'est grâce à la poudre à canon qu'ils se développent dès le XIe siècle en Chine, puis à partir du XVIe siècle en Europe. C'est l'ingénieur militaire qui est employé comme artificier pour confectionner des feux d'artifice. Les spectacles pyrotechniques amusent le prince et marquent les célébrations officielles importantes, comme celle des noces de Louis XIII et d'Anne d'Autriche en 1615, où des feux d'artifice éclatent au-dessus de la place des Vosges, l'occasion pour François Malthus, ingénieur au service du roi, de publier un traité des feux d'artifice pour la guerre et pour la récréation, et donc de réitérer de l'usage dual de la pyrotechnie. C'est donc sur fond d'atmosphère psychodélique, en revanche, que la boule stroboscopique connaît son heure de gloire. Il est arrivé que des artistes en conçoivent même le décor. Ainsi, l'artiste luminodynamique Nicolas Schoeffer, en collaboration avec l'artiste Paul Bertrand, conçoit l'intérieur de la boîte de nuit Voom Voom à Saint-Tropez, dont nous avons une image ici, tel qu'un énorme prisme kaléidoscopique, tandis qu'en 1968, François Morlet, pionnier dans l'utilisation du néon, accepte de prêter certains de ses reliefs clignotants pour le tournage du film Vivre la nuit de Marcel Camus. Toutefois, ni pour Morlet ni pour Schoeffer, leur œuvre est un divertissement, car ces néons et ces flashs stroboscopiques s'intègrent à une réflexion sur l'espace, sur la lumière et le mouvement. On quitte alors l'espace circonscrit et matériel de la toile pour entrer dans la dimension immatérielle de l'espace sur lequel la lumière électrique, devenue matériau, agit en même temps qu'elle doit agir sur le spectateur. Conçues comme des expériences immersives et multisensorielles, les installations clignotantes de François Morlet visent à surprendre, agacer, déstabiliser selon ses mots,
le spectateur, parfois violemment, pour l'inciter à réagir. C'est d'ailleurs la visée du mouvement Grave, groupe de recherche d'art visuel que Morley cofonde en 1961 avec 6 autres artistes préoccupés par les recherches associées à l'art cinétique. Et leur exposition Labyrinthe de 1963 à la 3e Biennale de Paris place le spectateur au cœur d'un environnement rythmé par des lumières stroboscopiques, tandis qu'en 1964, la sensation obsédante provoquée par les flashs atteint son paroxysme avec la boîte à flash qui n'a pour seul contenu que des flashs. Le flash, donc, est mis en boîte, en quelque sorte. Ainsi, l'œuvre n'est plus conçue comme une forme statique, mais comme un champ traversé par un flux d'énergie et de lumière qui agit sur le cerveau humain et dont l'artiste explore les effets. Les arts doivent faire usage des moyens et que les sciences et les techniques, c'est-à-dire des moyens contemporains. Aujourd'hui, nos outils sont l'électricité, l'électronique et la cybernétique. C'est Nicolas Schoeffer qui le dit ici dans des entretiens avec Philippe Serres. Donc à la lumière et l'espace, Nicolas Schoeffer, précurseur de l'art électronique et cybernétique, ajoute le matériau du temps avec sa série d'œuvres chronodynamiques, les Chronos, commencées dès 1958 et dont nous avons ici un exemple avec les microtents. Qu'y a-t-il de plus abstrait que de sculpter le temps qui sépare le mouvement ou l'impression visuelle à travers la rétine frappe le cerveau et le moment où l'individu en a une impression consciente est de l'ordre de la nanoseconde. C'est dans ce décalage de temps infinitésimal que Schoeffer introduit de la lumière, de la couleur, du mouvement, énormément d'informations qui créent un éblouissement propice à faire pénétrer une énergie dans le corps et à étudier comment la perception neuronale est affectée par ces images très denses en un laps de temps extrêmement court. On a un petit extrait ici. Les premiers microtents sont réalisés dès 1962, date à laquelle l'exposition Antagonisme 2, l'objet au Musée des Arts Décoratifs, présente les nouveautés issues de la technique. Et c'est aussi dans ce contexte que Brian Jason et Ian Somerville présentent pour la première fois la Dream Machine, décrite comme le premier objet d'art destiné à être vu les yeux fermés. On a ici une illustration. Donc Thomas Rabeyron nous en parlait un peu auparavant. À l'intérieur d'un cylindre ajouré et placé sur une graphe se trouve une ampoule dont la lumière émet à une fréquence de 8 à 13 impulsions par seconde. Et ces impulsions lumineuses vont stimuler le nerf optique, altérer les oscillations électriques dans le cerveau et provoquer l'apparition de motifs de couleurs sur fond de grande luminosité. Thomas nous a également précisé que cette expérience avait été reprise par un groupe de collectifs en Grande-Bretagne récemment, donc la Dream Machine pour tous, si on peut dire. Et malgré sa vocation un peu peace and love, si on peut dire, la Dream Machine pouvait néanmoins représenter un danger pour les personnes sujettes à l'épilepsie ou à d'autres désordres neurologiques. Et c'est aussi le cas d'autres œuvres utilisant le flash stroboscopique à cette époque, dont le Flicker de Tony Conrad en 1966, qui s'ouvre d'ailleurs par cet avertissement sur les risques que présente le visionnage du film pour les individus épileptiques. Pendant 30 minutes, le film n'est qu'une alternance rapide de cadres noirs et blancs provoquant des effets stroboscopiques et dont le but est de produire des hallucinations non représentationnelles et abstraites. Donc finalement, la vision n'a pas d'autre objet que le flash lui-même, et le flash devient en quelque sorte la forme et le contenu. Alors dans le catalogue Hypnose, Pascal Rousseau nous rappelait combien Conrad entendait donner au spectateur l'illusion de maîtriser les sensations ressenties, alors qu'en réalité, c'est le film qui contrôlait ce qui se passait. Donc sa capacité de perception active était donc limitée. Et ce qu'on peut dire de cette expérience, c'est qu'elle est relativement éprouvante, qu'elle génère, que les sens sont perturbés et qu'elle génère une sorte presque de vertige. Et c'est justement quelques années plus tôt, en 1958, que sort le film Vertigo d'Alfred Hitchcock, dont Schoeffer est d'ailleurs un fervent admirateur, notamment pour les merveilleux flashs abstraits, comme il dit, que comporte le film, comme nous l'a rappelé Pauline Marie dans le catalogue d'exposition Le Diable Corps au MAMAC de Nice en 2019. Mais chez Hitchcock, le film qui met véritablement en scène l'éclair en tant que phénomène naturel
et artifices cinématographiques, c'est Marny en 1964. On a deux arrêts sur image, l'histoire d'une kleptomane qui revisite ses traumatismes chaque fois qu'un éclair ou que la couleur rouge apparaît en flash. Donc l'éclair est un rappel dans le film direct de l'événement passé qui s'est déroulé par temps d'orage, mais c'est aussi la forme par laquelle l'inconscient de l'héroïne se manifeste à sa conscience, la couleur rouge la frappant comme un éclair. Ainsi, le flash est un outil sensoriel permettant d'explorer les seuils de perception, et c'est aussi un dispositif cinématographique. Or, le flash n'est pas l'éclair, il est sa forme dénaturée, si on peut dire, uniforme, comparée à celle multiple et hasardeuse que l'éclair peut avoir. Et c'est l'objet de notre dernière partie, où on va parler d'artistes qui, en adoptant une démarche plus contemplative et poétique, se sont penchés sur le temps long des choses, s'attachant à souligner la relation de l'homme à l'univers à travers, par exemple, la recréation de phénomènes naturels, et parmi eux celui de l'éclair et de la foudre, dont il s'agit de souligner le caractère sublime. Une approche similaire à celle du chasseur d'éclairs Alex Herman, dont on a vu les clichés auparavant, qui se dit émerveillé par ce phénomène naturel d'exception. J'y puise tout simplement le sentiment d'être à ma juste place. C'est un extrait de l'interview pour le film Foudre. Lorsqu'il roule vers le cœur de l'orage, en effet, Alex Herman est dans un état de somnambulisme contrôlé. Il a des visions oniriques, dit-il, mais ce ne sont plus les hallucinations provoquées cette fois par les flashs électriques de la Dream Machine, mais celles provoquées par le phénomène naturel et l'expérience de sa quête. Cet état le relie au monde de l'au-delà, au monde magique des fées, des fadas, comme il dit. Alors on retrouve ce rapport, si on peut faire une petite digression, on retrouve ce rapport magique de l'homme à la nature, ou avec la nature, et de la nature à la nature, dans le rituel du serpent, tel qu'il est rapporté à Abiy-Warburg, où les Indiens de la tribu Hopi dansent avec des serpents en vue d'intercéder auprès des éclairs et d'amener la pluie et fertilisation des récoltes. Les reptiles sont en effet l'incarnation directe des éclairs sur Terre, similaires par leur forme en zigzag, leur rapidité et aussi leur capacité duale à tuer comme à générer la vie, car la foudre a la capacité de détruire, mais aussi d'enfanter. Et dans le film justement de Manuela, elle nous conte cette histoire fabuleuse et réelle de la Kama, truffe miraculeuse et aphrodisiaque qui ne pousse qu'au printemps, quand les terres ont été gorgées d'eau et d'électricité par la tombée de la foudre. Et cette dualité destructrice et génératrice se retrouve dans les cas de foudroyés, survivants dont les capacités physiques ont souvent été sévèrement diminuées, mais aussi parfois d'une certaine manière accrues. Donc la foudre laisse des traces, elle marque son passage dans la nature et sur l'homme. Camille Flammarion, astronome et auteur d'un ouvrage éclairant de la foudre en 1905, relate un cas de transfert de métaux tout à fait saisissant. En 1889, une foudre très coquette se précipita sur un miroir en pratiquant au cadre doré plus de 10 ouvertures. Puis elle volatilisa l'or et le transporta sur la face antérieure de la glace, tandis que sur la face postérieure argentée, la volatilisation de la couche même de l'argent a produit les plus belles figures électriques. La foudre sculpteur d'art abstrait, pourrait-on se demander. Les empreintes kéronographiques sont les traces laissées par la foudre sur la terre ou bien sur la peau d'un individu, souvent sous l'aspect de ramifications ou de feuilles de fougère. Donc on a là deux exemples, un sur un terrain de green de golf et sur la peau d'un individu. Et on leur donne également le nom de figures de Lichtenberg, car elles sont similaires à la forme produite par un courant de décharge électrostatique dans l'air ou à l'intérieur même d'un matériau isolant. Donc là, c'est l'image telle que Lichtenberg l'a produite en 1777, c'est le nom du scientifique qui a fait cette expérience, et la figure de Lichtenberg, une figure de Lichtenberg moderne, disons. La marque laissée par la foudre se confond avec celle de l'étincelle électrique. Nous revenons donc au propos du début de cette conférence qui mettait ces deux-là en miroir. C'est un rapprochement que le photographe japonais Hiroshi Sugimoto a exploré avec la série des Lightning Fields, certainement un hommage au Lightning Field de Walter de Maria. L'image reste relativement abstraite, elle figure des nervures. Que regarde-t-on ? On peut se demander. Les phénomènes représentés ne sont pas des éclairs, mais un agrandissement d'étincelles électrostatiques réalisé sans appareil photo, une technique expérimentée par l'un des pionniers de la photographie, Henry Fox Talbot.
En brouillant les échelles et nous forçant finalement à bien regarder, si on peut dire, Sugimoto questionne notre rapport à l'image et à la construction mentale d'un phénomène. Les lightning fields mettent en rapport l'infiniment grand et l'infiniment petit, un questionnement métaphysique qui est au cœur de l'approche du photographe, qui est aussi connu pour ses paysages contemplatifs et épurés, où parfois ciel et mer se confondent. Ici, Sugimoto se sert du médium photographique, et c'est parfois en agissant directement dans ou sur la nature que certains artistes tentent de rendre visible une réalité enfouie ou invisible. Ainsi, le sculpteur italien Giuseppe Pennone, figure de l'Arte Povera des années 70, achète au château de Versailles certains des arbres abattus lors de la tempête de 1999, avec l'intention de les copier et de les resculpter au moyen du bronze, parfois en les ornant de feuilles d'or. Et c'est le cas de cet Albero Fogherato, donc vous avez une image ici, arbre foudroyé, présenté au château de Versailles en 2013, dans le cadre d'une exposition dans le parc. On a ici une vue de la grande perspective. Donc il fige ainsi le temps et l'action de la foudre, en même temps qu'il élève au rang d'œuvre d'art abstraite. Sculpter une ombre, un souffle ou la foudre, dit Pennone à propos de ces arbres foudroyés, avec le Lightning Field en 1977, c'est le ciel ou l'atmosphère que Walter de Maria entend sculpter, puisque son installation a pour vocation de faire surgir l'éclair dans le ciel. La nature constitue le cadre ici et le matériau, et de ce point de vue, l'œuvre est bien typique du land art, dont de Maria est un des représentants les plus significatifs. Donc ce sont l'installation, ce sont 400 poteaux en acier inoxydable qui sont agencés sur un plateau du désert du Nouveau-Mexique, en altitude, un endroit propice aux orages, loin de la civilisation, à 2 heures du premier hôpital, puisque l'œuvre repose aussi sur un effet de mise en scène. Et donc le nombre des visiteurs est d'ailleurs limité, et seulement 6 peuvent s'abriter dans la cabine depuis laquelle ils pourront ou non assister au sublime et terrifiant spectacle de la nature, ou non parce qu'il y a un risque que l'événement ne se produise pas, car il demeure une part de hasard dictée par les lois de la nature. Donc, œuvre immersive par excellence, The Lightning Field ramène l'individu à l'infiniment grand de l'univers et lui impose d'être présent au monde. Une œuvre qui se vit, donc une expérience, et pourtant, c'est l'unique et iconique cliché photo de John Clayette, dont on a ici une image, que l'œuvre a été identifiée, alors que par définition, jamais l'éclair figuré sur la photo ne pourra se reproduire. Est-ce l'échec du flash photographique devant le flash émis par la nature? Œuvre incontournable néanmoins, le Lightning Fields a marqué et influencé beaucoup d'autres artistes, et jusqu'à aujourd'hui, Charlotte Charbonnel, artiste plasticienne, se dit fascinée par l'œuvre de Walter de Maria, et à sa manière, elle aussi a reproduit l'éclair en captivité à l'intérieur d'un tube de verre avec Electra, une œuvre de 2021, dont nous avons des images à l'écran. Alors pour Charlotte Charbonnel, la nature est un laboratoire d'expérimentation. Elle tente de capturer et de reproduire l'insaisissable, ainsi les phénomènes naturels, et parmi eux l'éclair, donc à travers Electra, une œuvre qui s'insère dans l'installation Geoscopia, réalisée pour l'abbaye de Maubuisson en 2021. Electra est constituée de 2 lampes à plasma, placées l'une au-dessus de l'autre, chacune renfermant un gaz différent et qui semble contenir l'électricité accumulée des lieux. Le choix de recréer un éclair dans cette pièce a été guidé par la configuration même de la pièce, étroite et aux 2 plafonds, qui impose aux visiteurs de lever la tête comme si quelque chose devait surgir du ciel. L'œuvre est ainsi placée à 3 mètres de haut, certainement pour souligner la connexion avec le divin auquel le lieu est attaché. L'élaboration de son œuvre est le fruit d'un long travail d'enquête, c'est son mot, très méthodique, sur le lieu et sur son histoire. Donc, sur ce projet-là, comme sur d'autres, elle travaille de pair avec des historiens, des archéologues et des scientifiques afin de parvenir à figurer de manière abstraite les énergies enfouies ou disparues du lieu. Donc, chaque œuvre ici incarne l'histoire de la pièce dans laquelle elle se trouve. Donc, on vient de le dire, Charlotte Charbonnel considère la nature comme un laboratoire d'expérimentation, tandis que Marina Gadonex utilise, elle, le laboratoire pour recréer les phénomènes de la nature.
Et on en a un exemple ici avec Foudre en 2016, dont la prise de vue a eu lieu au laboratoire Ampère, associé au CNRS et à l'École centrale de Lyon. À l'origine, elle explique qu'elle s'était intéressée à reproduire ou à mettre en scène la catastrophe. C'est dans ce contexte qu'elle s'est penchée donc sur les phénomènes naturels étudiés en laboratoire, et dont elle rappelle d'ailleurs qu'en anglais, il se nomme hazard pour insister sur la part de hasard qui intervient dans leur venue. Elle est ainsi allée, explique-t-elle, de la catastrophe au wonder, au réenchantement. Donc, cette pièce appartient à une série d'œuvres photographiques appelées Phénomènes, présentées à la Mécanique Générale à Arles en 2019, puis à la Galerie Christophe Gaillard à Paris, et elle est actuellement incluse dans l'exposition de Mariana Gadonex et de Lynn Cohen au Centre Pompidou jusqu'en août 2023. Donc, la simulation ici d'éclairs nuages-sol a permis aux scientifiques de mesurer la foudre et de fournir d'importantes données aux ingénieurs pour la conception des avions, des bâtiments et d'autres structures. Afin de recréer ce phénomène au laboratoire Ampère, on a installé 2 électrodes à distance l'une de l'autre. La première représente le nuage et la seconde est la Terre. Et lorsque la charge entre ces 2 électrodes atteint un certain seuil, un éclair se forme. Donc, en reproduisant ces phénomènes en laboratoire, elle va les faire finalement devenir choses, les rendre appréhendables, bien que la part d'abstraction demeure. On ne sait toujours pas ce qu'on regarde, on ne sait pas toujours ce qu'on regarde. Et comme avec Sugimoto, la notion d'échelle aussi est brouillée. À travers ces photographies, elle aussi traite de la construction mentale et métaphorique d'un phénomène à partir de son image et de ce que notre imagination peut ainsi projeter sur ce phénomène et sa perception. Mariana Gadonex se sert donc de la science pour paradoxalement produire des œuvres qui incitent à se détacher de trop de rationalité. Elle met ainsi en valeur la part de hasard qui existe dans la nature et que la science ne peut jamais complètement expliquer ou anticiper et dont le surgissement de l'éclair est un bel exemple. Donc pour finir, on a vu à travers ces chasseurs d'éclairs, ces exemples d'artistes, que l'éclair et le flash ont insufflé, accompagné, ont été des outils parfois de création pionnière dans l'art moderne et dans l'art abstrait. Mais je crois qu'il faudrait insister sur ce qu'on disait en dernière partie, sur ces tendances de beaucoup d'artistes contemporains à travailler avec des scientifiques et d'adopter même une démarche scientifique. Est-ce le contre-pied à un monde où tout s'accélère, dans lequel les flashs lumineux justement prolifèrent, mais c'est peut-être aussi le signe d'une préoccupation pour une préoccupation écologique et pour le devenir de la Terre. Et pour terminer sur peut-être une extrapolation, si je puis dire, mais finalement dans ce rapport au hasard auquel nous introduit ou nous rappelle l'éclair, cette non-mainmise de l'homme, il y a une réflexion ou une métaphore, disons, à établir peut-être avec tout simplement la métaphore de la vie et de la création artistique, à savoir dans ce chemin qui se dessine, pourquoi ce chemin plutôt qu'un autre, pourquoi ces petits segments de l'éclair plutôt que d'autres, et pourtant chaque segment compose le tout et compose le chemin. Et finalement, c'est comme si l'éclair connectait l'instant à l'infini. Et je terminerai par une citation de Jankélévitch et un tableau d'Hartung. La lueur timide et fugitive, l'instant éclair, le silence, les signes évasifs, c'est sous cette forme que choisissent de se faire connaître les choses les plus importantes de la vie. Voilà, un éclair et la nuit, on pourrait dire. Merci.